Le Premier ministre préside une réunion portant sur la rénovation de l'éducation préscolaire jusqu'en 2030 avec vision pour 2045. Les grandes puissances mondiales des semi-conducteurs cherchent à faire face à la pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur. Découvrons en fin d'édition des créations culinaires délicieuses faites à partir de feuilles de thé cultivées à Dalat. Bonjour, merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du journal francophone. Ce jeudi matin 4 avril à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh, chef du comité national chargé de la réforme de l'éducation et de la formation, a présidé une réunion portant sur la rénovation de l'éducation préscolaire jusqu'en 2030 avec vision pour 2045. L'éducation préscolaire a connu des développements significatifs tant en termes d'échelle que de qualité. Le pays a instauré l'éducation préscolaire universelle pour les enfants de 5 ans. Le réseau des écoles et des classes préscolaires est continuellement renforcé, élargi et diversifié. Lors de la réunion, le chef du gouvernement a souligné la nécessité pour le Vietnam d'universaliser l'éducation préscolaire pour les enfants âgés de 3 à 5 ans. Il faut également trouver des moyens innovants de mobiliser des ressources grâce à la coopération publique-privée. Le Premier ministre a ensuite chargé le ministère de l'Éducation et de la Formation de travailler avec d'autres ministères, branches et localités pour compléter de manière approfondie, claire et scientifique les documents et dossiers à soumettre aux autorités compétentes pour examen. Toujours ce 4 avril, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu l'ambassadeur de France Olivier Brochet à l'occasion de sa prise de fonction au Vietnam. Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam considérait toujours la France comme un partenaire important dans sa politique étrangère. Il a proposé que les deux parties multiplient les échanges de délégations à tous les niveaux, développant la coopération économique et commerciale tout en encourageant les entreprises françaises à accroître leur investissement au Vietnam dans de nouveaux domaines tels que la haute technologie, la transformation numérique, la transformation verte, l'économie circulaire et la pharmacie. Pour sa part, Olivier Brochet a affirmé que la France appréciait hautement la position et le rôle du Vietnam, exprimant son appréciation pour l'amitié et la confiance entre les deux pays. Il a affirmé qu'il ferait de son mieux pour promouvoir des relations de plus en plus efficaces entre les deux pays. Le plus grand défi de l'industrie des semi-conducteurs est la pénurie de ressources humaines de haute qualité. Au Vietnam, la formation des ressources humaines pour ce secteur ne répond jusqu'à moins de 20% de la demande intérieure. D'autres pays, notamment des puissances du secteur, sont également confrontés aux mêmes problèmes. Quelles sont leurs solutions et comment le Vietnam peut-il appliquer ces expériences dans le pays? Plus de détails dans le reportage qui suit. En tant que siège de 7 des 10 plus grandes sociétés mondiales de semi-conducteurs en termes de capitalisation boursière, les États-Unis manquent de ressources humaines dans l'industrie des semi-conducteurs, principalement en raison de la diminution du nombre de diplômés en ingénierie et en technologie au cours des 2 dernières décennies. Cependant, les installations d'enseignement et de formation ici sont toujours de haute qualité. Ingénieur formé à l'UC Berkeley, où j'ai étudié, vers leur 2e année, j'ai commencé un stage chez Lam Research et j'y ai acquis des compétences concrètes. Les enseignants étaient également des cadres supérieurs de grandes sociétés de semi-conducteurs. Comment le Vietnam va-t-il résoudre ce problème? À mon avis, la réponse réside dans l'application des technologies de réalité virtuelle et de simulation, où les conférenciers internationaux peuvent enseigner en ligne et où les étudiants vietnamiens ont la possibilité d'interagir avec des machines modernes. Pendant ce temps, au Japon, le nombre d'emplois pour les ingénieurs en semi-conducteurs a été multiplié par 13 au cours de la dernière décennie. Le pays se concentre sur le renforcement de la coopération entre les entreprises de semi-conducteurs, le gouvernement et le monde universitaire. Les entreprises japonaises travaillent avec le gouvernement pour former les ressources humaines dans davantage de domaines du secteur des semi-conducteurs. Le Vietnam met également en œuvre un certain nombre de programmes de formation en collaboration avec les universités et les entreprises.
Je pense que l'objectif du Vietnam de former 50 000 ingénieurs dans cette industrie est réalisable. En Europe, le Chip Art de l'Union européenne vise à construire un réseau de centres de compétences en puces à travers le bloc. Les 4 premiers millions d'euros ont été financés pour créer l'Académie européenne des compétences en puces située en Allemagne. L'Europe est très forte en R&D. Nous disposons des meilleurs scientifiques capables de prototyper la prochaine génération de puces. Le Vietnam est également présent sur la carte mondiale des semi-conducteurs et attire de nombreuses grandes entreprises. Il s'agit d'une riche source de connaissances dont le Vietnam peut tirer parti. À long terme, le Vietnam doit créer un environnement attrayant pour que les travailleurs qualifiés soient prêts à y faire carrière. Selon un rapport du cabinet de conseil McKinsey, l'industrie des semi-conducteurs pourrait atteindre une valeur de 1 000 milliards d'euros d'ici 2030. Outre l'attraction des investissements, la concurrence pour attirer les ressources humaines entre les pays est également féroce. L'expérience internationale est une référence utile pour le Vietnam dans la réalisation de son objectif de former 50 000 ingénieurs en semi-conducteurs d'ici 2030. Le Vietnam se classe au 3e rang mondial pour l'approvisionnement et la transformation des épices derrière l'Inde et la Chine. Ces données proviennent de l'Association vietnamienne des poivres et des épices. Le poivre en particulier est un produit clé car sa peinture s'adapte facilement aux normes vertes. Cela ne provoque pas de déforestation et réduit l'utilisation de pesticides. Par conséquent, plusieurs stratégies sont nécessaires pour garantir une production de poivre stable et durable. Cela aiderait le Vietnam à maintenir son contrôle et son influence sur les prix du marché mondial. Il est crucial que le Vietnam continue à investir dans la transformation, car il ne compte actuellement que 14 installations de transformation en profondeur. Au premier trimestre, le Vietnam a étendu ses exportations de thon à plus de 80 marchés, ajoutant 10 nouveaux marchés. Le chiffre d'affaires à l'exportation s'est élevé à 220 millions de dollars, soit une augmentation de 22% par rapport à la même période de l'année dernière. Selon l'Association vietnamienne de la transformation et des exportateurs de fruits de mer, les exportations de thon vers les pays signataires de l'accord de partenariat transpacifique global et progressiste continuent de croître. Le premier trimestre a notamment vu une forte augmentation du chiffre d'affaires des exportations de thon vers le Canada et le Chili, avec respectivement 146% et 116% de croissance. Cependant, les exportations de thon vers l'Europe ont légèrement diminué. Au cours des 3 premiers mois de l'année, le Vietnam a exporté plus de 2 millions de tonnes de riz pour une valeur totale de 1,37 milliard de dollars. Le prix à l'exportation du riz vietnamien a atteint environ 661 dollars la tonne, soit une hausse de 5% par rapport à l'année dernière. Ces chiffres montrent encore une fois que le riz reste le principal produit d'exportation du pays. De plus, cette année, les conditions météorologiques favorables ont conduit à une augmentation de la production et de la qualité du riz. Par conséquent, les entreprises concentrent toutes leurs ressources sur l'approvisionnement en riz. Les bateaux s'alignent les uns après les autres pour amener le riz à l'usine de séchage. Le riz frais doit être séché dans les 24 heures suivant la récolte pour conserver sa qualité et son parfum. Cette rizerie, d'une capacité totale de stockage de 240 000 tonnes, fonctionne 24 heures sur 24. Son objectif est d'acheter le plus de riz possible aux agriculteurs. Depuis le début de la récolte hiver-printemps jusqu'à aujourd'hui, nous avons acheté environ 500 000 tonnes de riz de toutes sortes pour assurer un approvisionnement suffisant pour l'usine de transformation et répondre aux commandes déjà signées. Depuis le début de l'année, avec un système de 5 rizeries, l'entreprise a exporté environ 200 000 tonnes de riz. Ses principaux marchés sont l'Indonésie, la Malaisie et les Philippines, où elle a réussi à atteindre un prix de vente record de 620 dollars la tonne. Quant à cette entreprise, elle a acheté 80% du riz des champs de la région du delta du Mekong, d'une superficie totale de plus de 10 000 hectares. Il s'agit d'une source d'intrants importante pour l'exécution des contrats signés avec un objectif de production de 20 000 tonnes de riz. Les marchés d'exportation sont très stables, notamment les marchés traditionnels comme l'Indonésie, les Philippines, la Malaisie et la Chine.
Ces marchés ont encore besoin d'importer du riz vietnamien. En 2024, le coût des matériaux destinés à la production agricole devrait rester élevé. À cela s'ajoute le risque d'épidémie sur les cultures, de sécheresse, de la grave pénurie d'eau. Afin de stabiliser l'offre de riz, en particulier pour les exportations de haute qualité, l'industrie agricole doit ajuster ses plans de production et ses structures de culture en conséquence. Depuis avril, les stations-service dans le pays sont obligées d'émettre des factures électroniques après chaque vente. Le non-respect de cette réglementation entraînera leur fermeture. L'émission de factures électroniques après chaque vente d'essence favorise non seulement la transparence des transactions, mais aide également le secteur fiscal à mieux contrôler l'émission des factures, empêchant ainsi la fraude et freinant la contrebande d'essence. État de lieu à Ho Chi Minh Ville. À la station-service sur la route Soviet Nghệ Tĩnh dans le district de Bình Thạnh, de nombreux clients ont demandé des factures pour leurs achats. La plupart d'entre eux sont favorables à l'émission de factures électroniques. C'est pratique et facile à payer. L'entreprise n'exigera plus des chauffeurs qu'ils effectuent des tâches difficiles telles que la recherche de factures. L'émission des factures électroniques est très pratique. L'entreprise saura combien de litres d'essence ont été consommés et combien payés selon les factures. Selon les entreprises pétrolières, seule une poignée d'automobilistes demandent des factures. La plupart des motocyclistes qui achètent de l'essence en petite quantité la refusent. Quoi qu'il en soit, les entreprises pétrolières émettent des factures, que les clients le demandent ou non. Les pompes à essence sont connectées au système e-gas qui affiche le montant du paiement, la quantité d'essence vendue et l'heure de la vente. Toutes ces données sont ensuite transférées vers le système central. Auparavant, lorsque les stations-service vendaient 100 litres d'essence, ils prétendaient n'en avoir vendu que 10 litres pour réduire la taxe. Ce n'est plus le cas maintenant. Plus ils vendent, plus ils doivent émettre de factures. Cela évite les fausses déclarations ou les sous-estimations. L'émission de factures électroniques pour chaque vente permet non seulement aux clients de gagner du temps, mais garantit également que les entreprises respectent les réglementations. Ces factures sont stockées électroniquement et peuvent être récupérées à la demande des autorités compétentes. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le Premier ministre Phạm Minh Chính vient de signer un télégramme officiel demandant aux unités concernées de clarifier de toute urgence la cause et de surmonter les conséquences de l'exposition de méthane dans la province de Quảng Ninh. À minuit le 3 avril, à la compagnie charbonnière de Thống Nhất TKV dans la ville de Cẩm Phả, un grave accident s'est produit, tuant 4 travailleurs. La cause initiale a été déterminée comme étant un incendie de gaz méthane. Immédiatement après avoir reçu l'information sur l'accident, le Premier ministre a ordonné d'adresser ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches des victimes. L'explosion de méthane a non seulement fait 4 morts, mais a également blessé 7 mineurs. Actuellement, ils sont soignés à l'hôpital général provincial de Quảng Ninh. Leur état de santé est stable, mais l'incident est toujours gravé dans leur esprit. Chuyên est un survivant chanceux de l'accident survenu dans la mine de charbon. Il est actuellement dans un état stable et est soigné à l'hôpital général provincial de Quảng Ninh. Cependant, il est encore très choqué après avoir été témoin de l'explosion. Son poste de travail se trouvait à environ 200 mètres du lieu de l'accident.
Les travailleurs de l'industrie minière sont confrontés à de nombreux risques, car il est impossible de prédire ce qui peut se produire au cours du processus minier. Cependant, après cet accident, j'ai quand même décidé de continuer d'exercer mon métier. Selon des témoins, l'explosion s'est produite très rapidement, entraînant la mort de 4 mineurs. Les travailleurs blessés ont été immédiatement transportés à l'hôpital pour des soins d'urgence. Un jour plus tard, les survivants sont en voie de guérison, l'un d'eux étant déjà sorti de l'hôpital. Les 7 travailleurs blessés et soignés à l'hôpital général provincial de Quang Ninh sont désormais dans un état stable. Demain, ils seront réexaminés afin que le médecin puisse donner sa conclusion définitive. Les autorités locales et l'entreprise ont apporté un soutien financier aux familles des victimes. Ces dernières années, la province de Quảng Ninh a connu de nombreux accidents liés aux mines de charbon. De nombreuses vies ont été perdues à la suite d'explosions provoquées par le réseau et la poussière de charbon. Selon le Centre de prévision hydrométéorologique, l'intrusion d'eau salée devrait s'enforcer profondément dans le delta du Mekong en avril et en mai. Cette région connue comme la plaque tournante du pays pour le riz, les fruits et les fruits de mer connaît généralement une telle intrusion pendant la saison sèche. Un taux de salinité de 4 grammes par litre est prévu entre 40 et 65 km à l'intérieur des terres entre le 1er et le 10 avril. Dans la rivière Ho, un afflux du Mekong, la salinité est attendue entre 40 et 55 km en amont pendant cette période. L'intrusion de cette année est plus profonde que l'habitude. Pendant la période d'intrusion d'eau salée, il est conseillé aux agriculteurs de limiter les arrosages excessifs et de vérifier le niveau de salinité avant d'irriguer l'eau plante. Les cultures comme le durian et le riz risquent de subir des impacts négatifs. Il est conseillé aux agriculteurs de stocker dès maintenant de l'eau pour leur usage quotidien. Et dans la province de Sóc Trăng, la saison sèche prolongée associée à l'intrusion d'eau salée dans les rivières et les canaux fait courir le risque de pénurie d'eau pour de nombreux ménages dans les régions reculées. Les autorités locales de ces zones vulnérables ont lancé diverses mesures avec un fort engagement à assurer un approvisionnement adéquat de l'eau. La famille de Jiang est l'une des bénéficiaires de ce projet de pipeline de 2300 mètres. Après des années d'attente, elle a désormais accès à de l'eau potable pour ses besoins quotidiens grâce à un système de distribution d'eau centralisé. Auparavant, elle dépendait de l'eau de la rivière, qui nécessitait un traitement pour le bain et la lessive. L'eau potable provenait de l'eau de pluie ou de l'eau en bouteille. Je suis très heureuse. Nous nous précipitons tous pour nous inscrire à ce projet. Nous ne devons plus utiliser l'eau de la rivière, qui est désormais remplie de sel. Certaines communes de la province de Sóc Trăng manquent de conduite d'eau en raison de leur éloignement et de leur faible population, et la situation est aggravée du fait des ressources d'investissement limitées. Pour résoudre ce problème, les autorités locales encouragent la mobilisation des ressources sociales pour financer des systèmes d'approvisionnement en eau potable. Le Centre provincial pour l'eau potable et l'assainissement de l'environnement rural supervise actuellement 141 projets centralisés d'approvisionnement en eau, qui servent près de 143 000 foyers ruraux. En cas d'urgence, l'eau sera acheminée d'une zone à l'autre. Si la situation s'aggrave, nous déploierons des camions-citernes pour fournir de l'eau gratuitement. La province de Sóc Trăng oriente ses efforts vers des investissements massifs dans plus de 30 000 mètres de pipeline. Les prévisions suggèrent que l'intrusion d'eau salée et la sécheresse devraient persister jusqu'en mai. Par conséquent, outre les initiatives locales, les efforts de collaboration de la communauté sont essentiels pour promouvoir les pratiques de conservation de l'eau pendant la saison sèche. Cultivé au Vietnam depuis plus de 3000 ans, le thé est la boisson traditionnelle du pays. Mais peu de gens savent que l'industrie vietnamienne du thé est née à Dalat, dans la province de Lâm Đồng. Les plantations de thé ont officiellement ouvert leurs portes à Dalat en 1922. Boire du thé fait partie de la culture vietnamienne depuis des centaines d'années. Mais qu'en est-il de l'utilisation du thé pour préparer des plats,
Dans ce chapitre, le Vietnam en un clin d'œil, explorons comment les chefs de Dalat créent des plats délicieux à partir de feuilles de thé cultivées à cet endroit même. L'industrie du thé de Dalat est connue tant au niveau national qu'international, avec des plantations de thé qui s'étendent dans toute la ville. Pour honorer le secteur du thé et les producteurs, Lâm Đồng organise un festival culturel du thé tous les 2 ans. Cuisiner est une excellente façon de savourer le thé car cela apporte des saveurs uniques au plat, tant salées que sucrées. Le thé peut sublimer une recette et également équilibrer les saveurs. Vous pouvez utiliser du thé dans n'importe quel plat en utilisant de l'eau du thé ou même simplement en déposant des feuilles de thé directement dans le plat. Cuisiner avec le thé ne doit pas être compliqué. Quelques petits ajustements rendent le plat plus intéressant que jamais. Les feuilles de thé doivent être trempées dans de l'eau salée pour être nettoyées. Nous devons utiliser les feuilles les plus âgées plutôt que les jeunes, car ces dernières sont plus âcres. Lors de la cuisson de plats de fruits de mer, nous utilisons souvent des feuilles de thé pour éliminer les odeurs du poisson ou des crevettes. Je cuisine les crevettes avec des feuilles de thé frites. Les crevettes sont nettoyées normalement et frites dans de l'huile. Les feuilles de thé sont cuites de la même façon. Pour le poisson, je fais bouillir les feuilles de thé pour les nettoyer. Ensuite, j'écrase les feuilles pour les braiser avec le poisson. Je mets davantage de feuilles de thé écrasées lorsque le plat est presque cuit pour rehausser la saveur. Pour d'autres plats, les feuilles de thé contribueront à augmenter la douceur. Par exemple, aujourd'hui, j'ai utilisé des feuilles de thé pour cuisiner du riz gluant. J'ai mélangé le thé au riz, puis je l'ai cuit à la vapeur. Le thé sera absorbé dans le riz gluant et ajoutera une saveur distinctive au plat. Le thé est délicieux en soi et bon à tout moment de la journée. Mais si vous prenez du thé avec des desserts, ou si vous utilisez du thé pour préparer des desserts, il n'y a rien de comparable. En plus de préparer du thé pour boire, j'utilise également les feuilles de thé et les bourgeons de thé pour faire des biscuits au thé et de la mousse au thé, qui conviennent tous deux à l'heure du thé du soir. Les saveurs uniques des desserts au thé offrent non seulement une introduction facile aux personnes qui autrement n'essaieraient pas le thé, mais également une option sans sucre pour les personnes à la recherche d'une alternative plus saine à leur friandise préférée. En termes de valeur nutritionnelle, le thé est très bon pour le corps humain. Il aide le système digestif à mieux fonctionner. Nous ajoutons souvent l'arôme après la cuisson des aliments pour en préserver l'odeur et le goût. Par exemple, pour faire les cookies, je n'utilise pas de thé infusé il y a 2 à 3 jours car l'infusion n'est pas aussi bonne que si elle avait été préparée maintenant. Je prépare souvent du thé pour que nos invités puissent l'utiliser dans les 30 minutes ou 1 heure au moins. La cuisine liée au thé est non seulement attrayante, mais aussi facile à faire, même pour les chefs à domicile. Le thé n'est pas seulement une boisson, mais devient progressivement une épice familière dans la cuisine, contribuant à rehausser la saveur des plats.
Découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du pays. Voici la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Co sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.